d'abord, merci beaucoup à Mérite Santé qui nous a assuré pendant l'année dernière et cette année de continuer ces webinaires. Je remercie vivement les participants qui ont montré effectivement un intérêt particulier pour ces webinaires. Et en fait, notre soirée ce soir, ça serait sur la traumatologie du ski en 2022, avec pour la pathologie du membre inférieur, le docteur Majed Issa qui va en parler. Et moi, je reprendrai la parole tout à l'heure pour parler de la pathologie des membres supérieurs. On sera peut-être quelques minutes à la fin pour répondre à des questions, mais n'hésitez pas effectivement à envoyer des mails pour des questions, pour des cas précis ou d'autres précisions. On est toujours à l'écoute. Merci à vous, Majed, à toi. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord m'excuser pour la voix. J'ai perdu ma voix depuis hier. Donc, je vais vous parler de la traumatologie du membre inférieur. Les sports de glisse, bon, c'est des sports passionnants avec pas mal d'adrénaline. C'est des sports de déséquilibre permanent pour la plupart. Et souvent, c'est des sports avec un bras de levier très important, que ce soit les skis, qui sont une prolongation du membre inférieur, ou même les bâtons avec les dragons, qui peuvent faire un bras de levier sur le membre sup aussi. Et c'est des sports en général qui comportent énormément d'énergie cinétique, donc c'est des sports de vitesse. Alors, quelques chiffres. Donc, pour commencer, comme d'habitude, c'est un sport qui s'est beaucoup démocratisé dans la dernière décennie, ce qui fait beaucoup plus d'accidents, du coup, de sévérité très variable, pouvant aller jusqu'au décès. On a assisté à plusieurs drames, malheureusement, très récemment. Pour le ski, donc, on est souvent devant des traumatismes des membres inférieurs, plus de 50%, et la moitié de ces traumatismes concernent le genou spécifiquement. Alors, l'idée générale, c'est que les débutants qui sont moins préparés, qui savent moins contrôler leur glisse, sont plus exposés, et ceci est plutôt à mitiger comme concept, parce que les skieurs professionnels le font à des vitesses beaucoup plus importantes et donc sont exposés à des accidents beaucoup plus graves. On a bien vu, par exemple, malheureusement, le skieur Brice Roger qui s'est fait à 2 reprises un ligament croisé en 2020 et puis en 2021 sur le même genou. Et là, très récemment, la pauvre Camille Cerruti qui, au JO de 2022, s'est fait également un ligament croisé. Et voilà, on a tous entendu ces cris de douleur sur la piste. Tout ça, donc, ça traduit une augmentation très récente de la traumatologie grave pour les sports de glisse. En général, pour le ski, on est plus souvent devant des traumatismes du membre inférieur. Pour le snowboard, comme les pieds sont solidaires au snowboard, on assiste beaucoup plus fréquemment à des traumatismes du membre sup, épaules, poignets, etc. Fadi va nous en parler. Alors, il y a eu une grosse évolution durant les 30 dernières années de la traumatologie parce qu'en parallèle, il y a eu une évolution du matériel de ski. Donc, on est passé des bottes de ski assez rudimentaires à lacets et on a vu apparaître à partir des années 60 et 70 les bottes à clip, les bottes en polyuréthane, donc beaucoup plus rigides, avec de la mousse à mémoire de forme à l'intérieur. Et donc, la tige, surtout la tige jambière de ces bottes qui était assez courte, donc on se souciait plus à l'origine du confort et de bien tenir les pieds à chaud. Et puis, ça a évolué pour prioriser beaucoup plus la sécurité du skieur. Et donc, cette tige jambière s'est allongée progressivement et on s'est même doté de tiges jambières articulées. Et d'ailleurs, ça a bien servi à diminuer la fréquence initiale, la grande fréquence initiale des fractures de cheville et de pied, pour arriver au modèle actuel, donc avec une tige jambière assez longue qui arrive juste en dessous du genou,
Donc, ça a drastiquement diminué les traumatismes de cheville, mais ça a créé un bras de levier plus important, plus haut, donc au niveau des genoux. À part ça, donc, il y a eu une grosse évolution aussi techniquement des fixations qui sont un point primordial pour les skis. Les fixations qui à l'origine avaient un déclenchement monodirectionnel ou même bidirectionnel dans le plan sagittal et frontal, elles ont maintenant un déclenchement multidirectionnel. Et donc, ça confère beaucoup plus de sécurité, bien sûr, à ces fixations. On a bien sûr d'autres évolutions quant à la forme, l'élasticité des skis. On a vu apparaître les skis paraboliques, donc les spatules à partir des années 90. Ça nous a permis donc d'avoir des skis un peu plus courts, donc moins de bras de levier, mais ça nous a permis en même temps d'aller plus vite. Et donc la vitesse des skieurs en 40 ans, elle a quasiment doublé. Et en parallèle, l'entretien des pistes, surtout les pistes damées, a fait que la neige était plus dure et donc les traumatismes sont devenus encore plus sérieux, plus violents. Alors, beaucoup de facteurs de risque pour les traumatismes donc, au ski. Les deux facteurs les plus importants, c'est une mauvaise préparation physique et surtout les problèmes de matériel. Donc, comme on a dit, le réglage des fixations et l'entretien régulier et le réglage par des professionnels est primordial. C'est très important d'avoir des chaussures bien serrées. Il y a bien sûr, à part ça, les facteurs liés à la météo, à la condition de la neige. Les facteurs, bien sûr, dus aux excès de vitesse. On a récemment assisté au drame de l'acteur Gaspard Ulliel. Les gens qui s'aventurent un peu dans les hors-pistes, on a tous vu pareil le drame de Michael Schumacher, malheureusement. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'attitude donc de chaque skieur, parfois beaucoup de manque de civisme et beaucoup de nonchalance, comme par exemple les skieurs qui s'arrêtent, qui décident de s'arrêter en milieu de piste, et ça conduit souvent à des collisions qui constituent près de 15% des traumatismes sur les pistes de ski. Alors, bien sûr, le meilleur moyen de diminuer la fréquence des accidents, c'est la prévention. Comme j'ai déjà dit, la préparation physique est très importante. Ça consiste essentiellement en des exercices de proprioception, les renforcements musculaires, le stretching, c'est-à-dire les étirements, et un certain entraînement postural propre au sport de glisse. Alors ça, c'est des photos que j'ai piquées dans le site de la Softcote. Il y a un très bon article sur la traumatologie du ski, justement. Les exercices de proprioception qui consistent tout simplement à se mettre sur un pied et à se mettre donc en position d'équilibre et à maintenir cette position, et même à faire des pivots en rotation externe et en rotation interne. On peut bien sûr monter en difficulté et les coupler à un renforcement musculaire avec des élastiques, etc. Le renforcement musculaire, en commençant par le renforcement des quadriceps avec des manœuvres de la chaise, que ce soit en descente pour faire un renforcement excentrique du quadriceps ou en montée avec des renforcements concentriques. Il y a aussi les renforcements des ischio-jambiers, donc avec les compressions en genou plié, et la position, comme on voit sur la troisième photo, la position de pont fessier. Les étirements, donc les deux groupes musculaires les plus concernés, bien sûr, c'est le quadriceps et la chaîne postérieure, donc qui va des ischio-jambiers à l'arrière jusqu'au triceps sural, jusqu'au tendon d'Achille à l'arrière. Bien sûr, ça c'est quelques exercices possibles seulement. Il y en a plein. À part ça, on a un étirement, un entraînement postural qui est propre au ski et au sport de glisse. Par exemple, la réception des sauts, plutôt que de faire des réceptions en rotation interne des genoux, en strabisme des genoux, qui nous expose au mécanisme de rupture du LCA, surtout aux entorses de genoux.
il faudra plutôt des réceptions avec une rotation externe des cuisses et surtout avec un dos plié vers l'avant, donc pour déplacer le centre de gravité entre les cuisses. Et ceci nous évite la position, donc comme nous disaient nos moniteurs de ski, la position de ski à cul, c'est-à-dire avec le centre de gravité vers l'arrière, qui nous expose justement aux hyperflexions, aux accidents d'hyperflexion du genou, et donc pareil aux entorses et aux ruptures du ligament croisé. Donc encore davantage de principes de prévention. Comme on a dit, les fixations ont une importance primordiale. L'échauffement est très important. On a tout intérêt à commencer les 2-3 premières descentes sur une piste facile et puis passer sur les pistes bleues, rouges et puis noires. Bien sûr, quand on se sent fatigué, c'est là où on est le plus exposé. Donc, il vaut mieux arrêter quand on est fatigué. Ne pas chercher les aventures, ne pas tester ses limites. Il faut bien connaître la réglementation quand même. Chose que tout le monde ne connaît pas, c'est que le skieur en aval est toujours prioritaire. Ça, c'est la loi sur les pistes. Bien sûr, le contrôle de l'encombrement des pistes, c'est un facteur de risque qui est un peu mis à l'écart, peut-être volontairement, parce que souvent, il y a des enjeux financiers aussi. Donc, on cherche pas à limiter, on cherche pas à trop limiter le nombre de skieurs sur les pistes. Un brin de nouveauté, donc on le voit apparaître durant les 2 dernières années, c'est l'exosquelette ou le Mojo. Donc c'est un appareil formidable qui a permis à beaucoup de personnes qui avaient des douleurs au genou, qui ont permis de skier. Donc ça permet une transmission des forces aux cuisses et aux hanches. Est-ce que ça peut participer aussi dans la prévention des entorses de genoux? Ça reste à déterminer. Mais en tout cas, c'est une nouveauté très intéressante. Alors, les types de lésions du membre inférieur, donc vous l'avez compris, ça consiste surtout en des entorses au niveau du genou. Ça peut être des simples étirements et ça peut arriver jusqu'à des ruptures ligamentaires franches. La rupture du ligament croisé antérieur est dominante. On a une prédominance féminine. On ne sait pas encore pourquoi, mais il y a une forte hypothèse qui incrimine l'influence hormonale. Encore une fois, comme je dis, comme la neige est assez dure avec les pistes damées, on voit pas mal de fractures du plateau tibial, parfois des vrais éclatements osseux au niveau du plateau tibial. Comme j'ai déjà mentionné, avec l'évolution des bottes de ski, on a une diminution drastique du nombre des statistiques de fractures et de traumatismes de la cheville. Et donc, en parallèle, on a vu une augmentation des traumatismes du genou. Plus rarement, bien sûr, on a les fractures diaphysaires, les fractures du col fémoral, etc. Et une particularité du snowboard, c'est que, comme j'ai dit, les deux jambes sont attachées au snowboard. Et donc, on a beaucoup moins de pivot des genoux. Donc, on observe quand même des lésions du ligament croisé par hyperflexion, mais on n'a pas cette torsion du genou comme au ski. On observe quand même beaucoup de lésions du membre supérieur avec le snowboard, des fractures assez typiques donc, de l'astragale ou du talus, des fractures du coccyx, parce qu'on tombe beaucoup quand même, pour ceux qui ont déjà essayé, on tombe beaucoup sur le derrière. Donc, le mécanisme typique pour une rupture du ligament croisé, c'est comme vous voyez sur la photo, c'est une jambe qui part en rotation externe avec le ski et la cuisse part plutôt en rotation interne avec un valgus qui accompagne. Et donc, ça ramène le ligament croisé à sa tension limite et c'est souvent le mécanisme qui conduit à la rupture du LCA. D'autres mécanismes, donc ça c'est le valgus, c'est le mécanisme en valgus rotation externe. D'autres mécanismes sont possibles et sont fréquents également. C'est le mécanisme en varus rotation interne, comme quand on est en position de chasse-neige et que les skis bloquent en rotation interne. Ou bien donc les mécanismes en hyperflexion,
c'est quand on skie à cul, et c'est l'hyperflexion qui conduit à la rupture, au claquage du LCA. Je vous montre cette vidéo, cette courte vidéo. Alors écoutez le commentateur et regardez le genou droit du skieur. Rotation interne de la cuisse. Voilà, nicht gut für die Knie, c'est-à-dire ça c'est pas bon pour le genou, il a deviné. La jambe part en rotation externe avec le ski et la cuisse en rotation interne, tout ça avec un valgus. Donc là, le genou droit, et puis c'est le genou gauche qui est en danger parce que justement le ski part en rotation interne et la cuisse en rotation externe. Donc c'est typiquement les mécanismes qui font les ruptures des croisés. Et à la fin, il rentre dans le décor. Alors, initialement, en centre d'urgence, on est souvent devant un genou très gonflé, c'est l'effet de l'hémarthrose. Un ligament est bien vascularisé, donc ça saigne. Un genou douloureux avec une importance fonctionnelle assez majeure quand même. Le premier réflexe, c'est d'immobiliser ce genou, souvent avec une attelle de Zimmer qui maintient le genou en extension. Le glaçage est important et avec également une légère compression, c'est important pour limiter l'évolution de l'hémarthrose. Un point très important, c'est que on doit considérer ça comme une fracture jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est important de ne pas autoriser l'appui au patient jusqu'à l'élimination de la fracture avec une radio ou avec un scanner. S'il n'y a pas de fracture, l'appui est autorisé sous couvert d'une attelle et de béquilles jusqu'à la consultation avec le spécialiste. Et comme le patient ne marche pas normalement au début, c'est souvent assez judicieux de le protéger avec des anticoagulants. Alors, un élément très important, c'est que la radiographie a toujours son importance, elle a toujours sa place. Elle nous ramène beaucoup d'éléments précieux. Il ne faut pas hésiter devant n'importe quelle suspicion, notamment devant un appui assez douloureux. Il ne faut pas hésiter à demander un scanner. L'accès au scanner est assez facile dorénavant. L'échographie est beaucoup moins contributive parce qu'elle ne voit pas bien le pivot central surtout. Et bien sûr, l'IRM reste l'examen de référence pour certifier le diagnostic de rupture du ligament croisé. Le mieux, c'est d'attendre que l'hémarthrose commence à se résorber, donc de différer l'IRM, sauf bien sûr s'il y a une lésion urgente associée. Donc, des exemples de signes assez pathognomoniques à la radio, donc la fracture de second par exemple, l'encoche fémorale donc, qui est témoin d'un phénomène rotatoire assez important, et puis les lésions associées, donc par exemple là, un arrachement du LLE ou du tendon du biceps. Donc la radio a vraiment son importance. Et puis bon, bien sûr à l'IRM, donc voilà, comme vous voyez, une différence entre un ligament croisé normal, bien tendu, et puis des fibres un peu éparpillées avec un ligament croisé rompu. Alors, une nouveauté qui, je pense, va être très utile pour nous tous, notamment pour les professionnels de santé de prime abord, qui va faciliter donc, le diagnostic de rupture du ligament croisé, parce que souvent l'examen clinique est difficile avec un patient douloureux. C'est un nouveau score qui a été développé par la SFA, la Société française d'arthroscopie, qui est sorti fin 2021, et donc qui consiste en 5 questions très, très simples, et qui a quand même, c'est une appli en fait qu'on peut télécharger sur son téléphone, et on remplit le score, donc 5 questions à poser au patient, et on peut envoyer donc le score par mail au patient, et on peut même l'adresser au praticien. Voilà, vous voyez le QR code là, vous pouvez télécharger l'appli. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que ce score-là a une spécificité quand même qui est supérieure à 90%, donc qui est quand même quasiment équivalente à l'IRM et au Lachman. Donc c'est un test quand même qui va avoir beaucoup d'utilité. Les 5 questions assez simples, c'est l'échelle de douleur, donc le score de douleur, EVA, la présence ou pas d'impotence fonctionnelle, la présence ou non d'un épanchement. Est-ce que le patient a senti ou est-ce qu'il a entendu un craquement au moment du traumatisme? Et est-ce que subjectivement, il a senti une instabilité au moment de la blessure? Et donc, le score est déterminé et
voilà, pour chaque catégorie de score, vous avez même une conduite à tenir qui est suggérée, notamment quand le score est entre 5 et 7. Donc, on vous suggère de réaliser une IRM en différé et de consulter un spécialiste. Et pour les scores donc supérieurs enfin entre 8 et 10, une consultation rapide avec un spécialiste et une IRM priorisée est recommandée. Alors voilà à quoi ressemble donc à gauche donc un ligament croisé rompu avec des fibres un peu désorganisées. Souvent, on retrouve un arrachement de l'insertion fémorale. Et voilà à droite donc l'aspect intra-articulaire après reconstruction ou ligamentoplastie du LCA, ici par une technique DP4 ou demi-tendineux quadruplé. Alors, je développe un peu sur cette technique parce que c'est une technique récente. On a à disposition une nouvelle instrumentation qui nous permet d'être moins invasif. Donc, c'est une technique qui nous permet de prélever un seul tendon ischio-jambier au lieu de deux et donc de faufiler ce tendon autour de boutons réglables, donc de le quadrupler pour créer un greffon court qui fait en général autour de 5 à 6 cm. Et puis, l'idée, c'est qu'avec un viseur approprié, on arrive à faire ce qu'on appelle un tunnel rétrograde. Donc, c'est une broche qu'on insère donc, dans l'os qui se transforme donc, en angle droit, qui se transforme en mèche. Et en tirant cette mèche, elle nous fait une logette, donc qui nous dispense en fait de faire des tunnels osseux complets, de gros tunnels osseux comme on faisait dans les autres techniques. D'où une préservation du coup du stock osseux aussi et un évitement de ce qu'on voyait avant, donc le ballonnement des tunnels. Ça fait que la chirurgie peut se faire maintenant en 3/4 d'heure ou 1 heure de temps, donc moins de temps de garrot. Cette chirurgie peut très bien se faire en ambulatoire, le patient sort en marchant, sous protection de béquilles et d'une attelle de genou. Et donc tout cela, le fait d'être moins invasif et moins long, permet bien sûr au patient de reprendre sa kiné et ses activités plus rapidement. Voilà donc le greffon qui est inséré dans les logettes osseuses et puis les boutons, les endoboutons sont serrés avec un système de doigtier japonais pour mettre en tension ce greffon et donc pour reconstruire un ligament croisé. Et voilà à quoi ça ressemble donc en intra-articulaire. Alors, un élément qui a pris beaucoup d'importance ces 3 dernières années et qui a connu beaucoup de publications, c'est le ligament antérolatéral. Donc, c'est un ligament, c'est le ligament qui est responsable de la fracture de second. On a bien vu que c'est un ligament qui protège donc le genou des traumatismes rotatoires. Encore un rappel, le ligament croisé, il stabilise le genou en antéro-postérieur, c'est le tiroir antérieur, mais également en rotatoire. Et donc là, le ligament antérolatéral, il participe à la stabilité rotatoire du genou et il permet aussi de protéger, donc ça c'est établi scientifiquement, il protège notre ligament croisé contre la rupture. Et donc, il y a des indications, bien sûr, bien spécifiques pour aller reconstruire ce ligament antérolatéral, notamment la présence d'un ressaut rotatoire ou un pivot shift explosif, la fracture de second donc, qui témoigne de la rupture de ce ligament, les sports à haut risque de rupture du croisé, donc qui sont le rugby, etc., les sports de contact, et quand il s'agit d'une reprise de ligamentoplastie. Donc la technique, il y a beaucoup de techniques pour reconstruire ce ligament antérolatéral. Celle qu'on utilise à la clinique des Lilas et au Valdière, c'est une bandelette, la technique de Lemaire, modifiée. Donc c'est une bandelette de fascia lata qu'on faufile donc sur un fil non résorbable, qu'on passe sous le ligament, le LLE, pour créer un effet poulie, et qu'on fixe dans l'os au niveau du point isométrique en légère flexion. Alors bien sûr, il y a toutes les autres techniques de reconstruction du ligament croisé qui sont d'excellentes techniques et dont même certaines restent le gold standard.
Mais bon, c'est des techniques qui sont un peu plus invasives que la technique DT4, mais c'est des techniques qui sont excellentes et qui donnent des résultats tout à fait comparables, comme enfin, vous les connaissez probablement, donc comme le KJ à base de tendons rotuliens, le BIDT où l'on prélève 2 tendons ischio-jambiers, et le tendon quadricipital, le TQ, où l'on prélève une bandelette de tendon quadricipital avec une baguette osseuse. Alors, une autre notion très importante et qu'on observe également souvent dans les traumatismes de ski, et souvent c'est associé aux entorses du genou et aux ruptures du ligament croisé, c'est les lésions méniscales. Et on sait maintenant, pareil, c'est une réalité bien établie scientifiquement, le ménisque a toute son importance dans la prévention, donc dans l'amortissement de l'appui sur le genou, et donc dans la prévention de l'arthrose. On sait maintenant qu'un genou avec un ligament croisé rompu a 40% plus de risque d'arthrose précoce à 20 ans de recul. Mais on sait également qu'un ligament croisé rompu plus une lésion méniscale, ce genou-là, il a même plus de risque de développer une arthrose précoce. C'est la raison pour laquelle, en 2022, on doit tout faire, on a tous évolué de manière à préserver, dans la mesure du possible, bien sûr, préserver le ménisque. Et donc, on fait beaucoup plus de sutures méniscales maintenant que de ménisectomie, comme on faisait il y a 10 ans. Et là-dessus, il y a plein de publications dans la littérature. D'autres lésions, bien sûr, du genou, c'est les lésions, les fractures ostéochondrales et les pertes de substances de cartilage par contusion, par effet de translation également. Donc, ces lésions-là peuvent bénéficier, selon les… Bon, il y a des indications, il y a des abacs bien précises. Selon l'indication, peuvent bénéficier de greffons ostéocartilagineux, de mosaïcoplastie, comme dans ce cas-là. Donc, vous pouvez bien voir le défect cartilagineux chez ce patient-là. Et vous pouvez voir comment on a reconstruit avec 2 plots ostéocartilagineux. C'est ce qu'on appelle la mosaïcoplastie. C'est un patient que j'ai opéré il y a 4 mois et bon, qui a maintenant donc pu reconstruire son cartilage. D'autres types de lésions peuvent bénéficier de greffes de cellules souches de chondrocytes recouvertes de membranes de collagène, mais bon, ça, c'est des techniques toutes récentes encore et qui font l'objet de beaucoup de recherches actuellement. Alors, pour finir, les messages clés, c'est un sport magnifique. Je comprends tout à fait, moi aussi je le pratique depuis la 4e, je comprends tout à fait que ce soit une passion, mais c'est un sport à risque parce qu'il y a beaucoup d'énergie cinétique. C'est un sport qui nécessite quand même pas mal de préparation physique parce qu'il est très demandeur, surtout du côté musculaire. Le bon matériel, on ne peut pas stresser assez là-dessus. Le bon matériel, les fixations, les chaussures bien adaptées à la taille du pied, c'est primordial. Encore une fois, pour le membre inférieur, donc le genou est l'articulation la plus touchée, notamment donc avec les ruptures du ligament croisé intérieur. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la radiographie, qui reste un passage indispensable avant l'IRM. La nouveauté là, qui va nous être très utile, c'est le score de la SFA qui va faciliter le diagnostic précoce d'une rupture du ligament croisé et donc l'adressage aux spécialistes. Nous avons témoigné donc de la sortie de nouvelles techniques encore moins invasives de la reconstruction du ligament croisé antérieur, comme je vous ai montré, donc la DT4. La reconstruction du ligament antérolatéral connaît un essor en ce moment et les indications s'élargissent de plus en plus. Certains chirurgiens en ce moment reconstruisent le ligament antérolatéral systématiquement avec chaque ligament croisé. Et encore une fois, la préservation méniscale est d'une importance majeure également pour diminuer davantage le risque d'arthrose précoce. Je vous remercie.